Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, retenez que les acteurs de la société civile, à savoir Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen, Michael Zodi, Moudi Moussa et Habibou Soumaïla de la campagne Tournons la page, Niger Munkela Khalidou du SINASEB ainsi que le président du syndicat des commerçants importateurs et exportateurs et grossistes du Niger, El Haj Sani Shekaro, vont passer leur 29e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Tilaberi et de Niamey. Ils ont été tous interpellés à la suite de la manifestation pacifique contre le détournement de plusieurs milliards au ministère de la Défense nationale le 15 mars 2020. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Ensuite, le monde entier s'active depuis plusieurs mois à stopper la pandémie du Covid-19 à travers plusieurs mécanismes et mesures nationales et internationales. Ceci n'est pas sans conséquence sur l'économie mondiale qui se répercutera sur nos États africains, comme l'explique Kadou Issoufou, expert en finances publiques. Le gouvernement a déjà pris un certain nombre de mesures économiques et sociales pour faire face aux conséquences du Covid-19. À notre avis, il faudrait encore d'autres mesures plus significatives. Comme je vous l'ai dit, l'Allemagne elle est atteinte. La France est actuellement en récession économique. Depuis la dernière guerre mondiale, elle n'a pas eu une crise aussi grave que celle qu'elle vit aujourd'hui. Donc nos pays ont intérêt à prendre des dispositions. Les dispositions qu'il a fallu prendre au début, dans notre naïveté, nous avons cru que le président français allait convaincre ses pairs pour créer des annulations massives de la dette africaine. S'il y avait eu ces annulations massives de la dette africaine, avec les fonds qu'on pourrait dégager, ça fait près de 364 milliards de dettes que l'Afrique avait voulu qu'on annule pour lui permettre de faire face aux conséquences du Covid. Malheureusement, les pays développés, avec leurs instruments de répression, à savoir la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, n'ont pas été à la hauteur, des attentes des pays africains. Ils nous ont servi un différé de 1 an qui ne représente rien par rapport aux difficultés que nous allons faire face. Je pense que les pays africains devraient se convaincre que l'Afrique doit se mutualiser ses efforts, les pays doivent se mutualiser ses efforts pour faire face à la situation. C'est possible parce qu'il y a des pays comme le Nigeria, des pays comme le Ghana, des pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud. Avec eux, si on arrive à mutualiser les efforts, ils ont des industries de production des produits alimentaires, les pays peuvent s'entendre pour organiser des stocks dans les pays les plus pauvres. Au Niger, les mesures qui ont été prises, c'est sorte d'allègement fiscal sur certaines sociétés. Moi, à mon avis, il faut plutôt voir du côté des entreprises industrielles. C'est là-bas qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre, il y a beaucoup d'emplois. Ces entreprises industrielles-là, surtout agroalimentaires, elles produisent. Si ces entreprises sont frappées par les conséquences de la crise, actuellement elles sont frappées. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont mettre en chômage plus de 100 à 150 employés, ce qui n'est pas bon pour le pays. Moi je pense qu'on doit prendre des mesures, par exemple une société comme Riz du Niger, on doit renforcer sa capacité de production. Si l'État investit 2 milliards à 1,5 milliard dans la société nationale Riz du Niger, il ne perd pas. Ça va renforcer sa capacité de produire beaucoup de riz et ce riz-là peut être commercialisé à des prix modérés envers les prix nécessités. Puisque la crise qui profile actuellement à l'horizon, elle va frapper tout le monde. Les pays auprès desquels nous tendons les mains pour commander, ils sont plus frappés que nous. Donc c'est les conséquences de leur crise qui va venir nous frapper. Ce n'est même pas le Covid-19. Le Covid-19, comme a dit le professeur Dédi Raoul, l'Afrique ne sera pas très frappée, compte tenu de notre immunité de la chloroquine, comme il le dit, et puis du climat. Donc la plus grave des crises que nous allons connaître, c'est la récession économique. Le président du parti PJD, Maman Hamis, demande aux autorités régionales de Niamey de revoir leur façon de communiquer en ce qui concerne le couvre-feu et l'interdiction de la prière collective. Les gens font des émeutes, les gens font... Et tout ça, c'est dû peut-être à la communication. Mais ce n'est pas le gouvernement.
Le gouvernement n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller communiquer, de traiter les gens de badauds ou, excusez-moi du terme, de voyous, etc. Non, le gouvernement ne peut pas tenir des propos comme ça. Donc ces propos-là, ils ne sont que de l'émanation de la personne concernée. Donc un gouvernement sérieux ne peut pas dire des choses comme ça. Et tout responsable sérieux ne peut pas traiter ses concitoyens de la sorte. Donc nous, vraiment, nous demandons aux populations de respecter les décisions du gouvernement et de comprendre que le gouvernement, il a de l'intérêt général. Le gouvernement n'est pas là de l'intérêt de quelqu'un. Il n'est pas là pour ses propres intérêts. Puisque ce n'est pas une maladie qui a été inventée au Niger. Cette maladie vient de la Chine. Et vous avez vu, aujourd'hui, même les Chinois qu'on pense neutraliser la maladie, c'est faux. Elle a ressurgi aujourd'hui. Donc, c'est une maladie qu'on ne comprend, on la comprend pas. Donc, la seule solution, c'est la prévention. Voilà pourquoi nous souhaiterons que les gens comprennent. Et pour ce qui concerne les prières, que ce soit les prières de vendredi ou même le carême, le ramadan qui est en train de venir, il faut que les gens comprennent, c'est Dieu qui a autorisé, devant une calamité, que les gens peuvent faire le farila chez eux. Parce que ça a été démontré, lorsque une maladie est contagieuse, la meilleure façon pour vous d'éviter de contaminer les uns les autres, c'est d'éparpiller les gens, c'est d'éviter les contacts. C'est ça, l'islam a prévu ça. Et le prophète en lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il a été très clair. Il a dit, lorsqu'il voulait, pendant sa prophétie, quand il avait engagé la campagne d'islamisation de certains pays, de certaines localités, dans une des régions, le prophète voulait envahir. Mais on est venu le trouver, on a dit, Ya Rasulallah, le village que vous voulez envahir, il y a une pandémie là-bas. Il dit, bon, nous allons nous arrêter ici. Et que personne n'y rentre, personne ne sort. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous guérir cette maladie. Donc, c'est démontré sur le plan religieux. Et les gens pensent que, comme si ce gouvernement-là, ou les membres du gouvernement, comme si eux ne prient pas, comme si eux ne sont pas des musulmans, comme si eux n'ont pas peur de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Comment ils peuvent empêcher aux gens de prier? Ils ne peuvent pas le faire. C'est pour cela qu'on demande aux gens de prier à la maison. Mais il y a aussi un autre problème que le gouvernement doit prendre à bras le corps. C'est la question économique. L'aspect économique de cette affaire-là. C'est quoi l'aspect économique? Aujourd'hui, vous avez beaucoup de ces détaillants qui vendent la nuit, que c'est la nuit leur activité. Et le couvre-feu, c'est à partir de 19h. Et là, ça cause problème pour ces citoyens-là. Il faut que l'État trouve les mécanismes pour trouver les moyens de trouver les permettant de pouvoir mener leur activité, même si c'est pour une heure ou 2 heures, pas plus que ça. Malgré le dispositif sanitaire et autres gestes barrières préconisés par le gouvernement, des cas positifs au Covid-19 continuent d'être enregistrés dans notre pays. Ce qui amène Dr Fatma Moussa, ancienne ministre de la Santé, de demander aux populations de respecter strictement les mesures de prévention. L'État a pris des mesures courageuses, c'est vrai, des mesures qui nous déstabilisent les uns et les autres en fonction, parce qu'ils déstabilisent complètement notre vie courante, nos vécus quotidiens, dans nos maisons, dans notre travail, dans nos lieux de culte, aussi même dans les lieux où on va pour faire des interactions avec les commerçants, des interactions avec les secteurs bancaires, etc., etc. Donc, tout cela, c'est vrai que ça nous a perturbés. Ça a perturbé tout le monde, mais c'est des mesures courageuses qui sont quand même, malgré tout, très limitées parce qu'elles n'ont pas été à l'ampleur de certaines des mesures comprises certains pays pour arriver jusqu'au confinement général. Parce qu'il faut barrer la route à ce virus. Il faut interrompre son circuit de transmission. Absolument. Et on ne peut faire autre chose que les gens, en tout cas les interactions humaines,
soit le plus réduite possible. Les rassemblements soient réduits. Il faut aussi, on a vu les premières mesures ont concerné la fermeture des écoles. C'est des endroits publics, il y a beaucoup de rassemblements. Le gouvernement lui-même a pris des mesures restrictives dans son travail. Dans son travail vis-à-vis des les services publics qu'on rend aux populations. C'est la même chose pour les entreprises. Elles ont été contraintes, certaines entreprises même à fermer, comme les restaurants, les hôtels. Et pour la plupart, ce sont des entreprises du secteur formel, celles qui rapportent de l'argent à l'État. Pourtant, elles ont fermé. Aujourd'hui, c'est des mesures obligatoires, mais ce n'est pas des gaietés de cœur. Je pense que les autorités ont eu à apprendre de ça. C'est sous le conseil des experts et surtout sur la base du règlement sanitaire international que chaque pays est en tout cas membre de l'OMS est tributaire. Donc, il faut prendre ces mesures, mais les autres mesures qui sont des mesures individuelles, comme les gestes barrières, comme vous le dites, c'est de la responsabilité de l'individu lui-même, de l'individu dans son interaction communautaire, dans son interaction sociale, économique, culturelle, etc. Donc ce sont des mesures, c'est vrai, qui touchent au plus fond de notre conscience collective aussi, qu'il faut, parce que, et aussi à notre engagement, à notre responsabilité de nous protéger nous-mêmes, de protéger les autres. Pour lutter contre le Covid-19 dans notre pays, certaines autorités demandent aux travailleurs de participer financièrement. Cependant, ce qui transparaît actuellement, les dirigeants du pays n'ont pas donné personnellement l'exemple. Détail dans le reportage qui va suivre. La situation est plutôt cocasse. Certaines autorités de notre pays, dans leur frénésie pour rassembler de l'argent en vue de la lutte contre le Covid-19, n'ont pas hésité à demander aux travailleurs qu'ils emploient de mettre la main dans leur maigre poche afin de participer à l'effort de mobilisation. Cependant, un fait notable n'échappe pas à la vigilance des Nigériens, du président de la République Issoufou Mahamadou en passant par le président de l'Assemblée nationale pour aboutir au Premier ministre Birji Rafini. Nulle part on a entendu l'annonce de leur contribution financière personnelle relativement à la riposte contre le Covid-19. Aussi doit-on se poser cette question, comment demander aux travailleurs de l'État ou aux simples citoyens de donner leur argent si les chefs ne donnent pas l'exemple? Idrissa Djibrila de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger réagit en ces termes face à cette situation. Pour le cas du Niger, nous remarquons que certaines entreprises ou certaines ONG ou certaines institutions aussi contribuent. Que ce soit des contributions financières, que ce soit des contributions matérielles. Nous, notre confédération même, nous avons eu à apporter notre contribution aux agents de santé infectés ou des agents de santé en confinement. Mais qu'à cela ne tienne, il n'y a pas de raison à ce qu'un ministre ou un responsable administratif impose une contribution aux agents ou aux travailleurs. Une contribution de ce genre, même si on doit l'imposer, ça doit se faire après un large consensus avec les organisations représentatives des travailleurs. Comme aujourd'hui dans beaucoup de pays, leurs présidents ou leurs ministres ou leurs députés ont contribué individuellement. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, au niveau de notre confédération, nous pensons qu'il faut laisser les gens contribuer librement et volontairement sans que ça ne soit une imposition. Mais tant que c'est une imposition, nous ne sommes pas d'accord parce qu'il n'y a pas un cadre réglementaire défini qui permettrait à une partie quelconque d'imposer une contribution de la part des travailleurs que nous sommes. L'un dans l'autre, les citoyens nigériens dans leur ensemble ont le devoir civique de participer financièrement dans la limite de leur capacité à la lutte contre le Covid-19. Cependant, la grosse interrogation qui s'impose est la suivante. Comment faire pour protéger l'argent rassemblé en ces temps où le détournement de deniers publics est devenu une mode?
Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.